On veut lui retirer toutes ses chances et personne n'a le droit de décider de la vie de ma fille. Autorité parentale contre avis des médecins, c'est la première fois que la plus haute juridiction administrative tranche pour une enfant mineure et elle donne raison à l'hôpital. Selon le juge, cet arrêt des soins est bon pour Inès. Inès ne bénéficie des soins qui ne lui apportent rien aujourd'hui. Ce sont des soins qui sont déraisonnables. Donc tous les délais supplémentaires sont des soins qui sont contraires à l'intérêt de cet enfant. Les parents d'Inès vont saisir la Cour européenne des droits de l'homme en dernier recours. D'ici là, elle sera maintenue en vie et chérie par les siens. Metz prend la pratique très au sérieux. Abuser des jeux vidéo pourra bientôt être classé comme une addiction, au même titre que la drogue ou l'alcool. Les joueurs, eux, sont circonspects. Je pense pas que les jeux vidéo sont quelque chose de mauvais en soi. On n'a pas vraiment peur de ça, c'est pas une peur. Je pense pas que quelqu'un qui soit contraint d'arrêter les jeux vidéo après une habitude de jeu et une sensation de manque ou quelque chose comme ça. Je sais pas si l'addiction serait réellement le terme approprié. Pourtant, les experts de l'OMS caractérisent précisément les symptômes d'une addiction aux jeux vidéo. Troubles sociaux, familiaux ou éducatifs sur le joueur, perte de contrôle sur le temps accordé aux jeux vidéo, ou encore intensification du jeu, malgré des conséquences néfastes sur la vie du joueur. Une classification qui devrait d'abord s'adresser aux médecins. Les thérapeutes, les psychologues des adolescents, des enfants, des adultes, les psychanalystes, ils n'ont pas forcément les moyens d'évaluer si c'est une addiction aux jeux vidéo ou pas. Et là, il y a une définition claire. Laurent Carilla est psychiatre et se réjouit de la décision de l'OMS. Pour autant, l'addiction aux jeux vidéo reste une maladie difficile à traiter. Il n'y a pas de traitement médicamenteux qui soigne l'addiction aux jeux vidéo. On va être plutôt dans des approches comportementales, essayer de modifier avec le patient ou la patiente son comportement de jeu. Pour l'OMS, faute de recul suffisant sur les données, il est encore prématuré de donner des chiffres pour connaître précisément l'ampleur du problème. Vivez votre programme avec le Paris sportif The Bet. ZEBET.fr. Vos paris ont la cote. Bonjour Ilia. Bonjour Ilia. Sandra, bonjour Benjamin. Comment ça va? Tout va bien. On va parler foot. Très bien. Foot pour commencer avec la Coupe de France 30e finale et Lyon qui s'est fait peur sur la pelouse de Nancy. Oui, très peur. On va voir les images. Lyon a tout d'abord ouvert le score. Ça partait très bien sur la pelouse de Marcel Picot. Ouverture du score de Nabil Fekir. On joue la 25e minute. Mais à partir de la 70e minute, tout va se compliquer. Nancy va mener 2-1. Et Lyon va être mené jusqu'à la 87e minute. 87e minute, Marcelo va égaliser. On se dirige donc vers la fin du match. Et pourquoi pas, mais non. Maxwell Cornet a décidé autrement. Le coup franc dans les dernières secondes qui donne la victoire à Lyon et une qualification en 16e de finale. On voit les autres résultats. On est un petit peu déçus. Il n'y a pas de grosses surprises qu'on aime dans la Coupe de France. La logique a été respectée. Monaco s'est imposé. Guingamp s'est imposé. Lille a eu du mal face au Mans. Victoire 4-2. Montpellier a eu beaucoup de mal face à Pontarlier, club de National 3, anciennement CFA2. Ils se sont imposés au tir au but. Victoire d'Auxerre également, de Tours. Bref, pas de grosses surprises. Il y a d'autres matchs aujourd'hui. On va aller voir ces matchs avec là peut-être des surprises. Il y a des duels de Ligue 1. Tout d'abord, Angers-Lorient, Strasbourg-Dijon, Rennes-Paris bien sûr à 21h. On en parlera. Marseille qui va recevoir Valenciennes. Et le petit poussé maintenant, c'est le FC Steel, 8e division qui reçoit un club de Ligue 1. C'est en Alsace. Ça va être une belle fête. On en parlera. Je connais d'ailleurs. Je connais très bien le coin là-bas. On va en parler un petit peu dans le focus tout à l'heure. Ça sera l'attraction, ce club de 8e division. On parle de tennis également, Ilia. L'année commence très bien pour les Français. Elle s'était bien terminée avec la victoire en Coupe Davis. Ça commence très bien. Et c'est pas les mêmes. On prend pas les mêmes et on recommence parce que c'est deux revenants. On va tout d'abord regarder Gaël Monfils qui s'est imposé au tournoi de Doha. Victoire 6-2, 6-3 contre le jeune Andrei Roublev. 7e titre de sa carrière. Il a largement dominé le Russe. Il revient après 4 mois d'absence. Il gagne le tournoi. Même constat pour Gilles Simon, qui a vécu une année 2017 catastrophique. On en parlait hier de sa qualification en finale. Et il a gagné le tournoi de Pune en Inde. Victoire 7-6, 6-2 pour Gilles Simon. C'est le 13e titre de sa carrière. Ça fait beaucoup, mais c'était plus arrivé depuis 2015 pour le Niçois. C'est bon signe. Tout va très bien à quelques jours du début de l'Open d'Australie. Le rugby et Montpellier qui a repris la tête du top 14. Une victoire 28-16 face au Stade français. On va voir les images avec 4 essais. Victoire bonifiée des Montpelliérains
grâce à des essais de Cruden, Picamol, Aouas et enfin Nadolo. Les Montpelliérains profitent de match nul de La Rochelle, 38 partout, pour reprendre la place de leader de top 14. Tout va bien pour les Montpelliérains. Est-ce qu'on a le temps de voir les autres résultats? Oui, juste ça. Avec le match nul donc entre Oyonnax et La Rochelle. Et aujourd'hui, Pau-Toulouse et Racing 92 Clermont en clôture de cette 15e journée top 14. Il y a Grandjean qu'on retrouve dans 25 minutes pour le Focus Sport. Vous avez suivi votre programme avec les paris sportifs The Bet. ZDBET.fr. Vos paris ont la cote. Et tout de suite, le showbiz. Vivez dans l'air du temps en regardant Culturez-vous avec Beau Concept, meubles et design danois depuis 1952. Et on va parler de la cérémonie des Golden Globes. C'est la nuit prochaine à Beverly Hills. Soirée un peu particulière, placée sous le signe de la lutte contre les comportements sexuels abusifs, bien sûr. Oui, bien sûr. Après quelques semaines après les révélations sur Harvey Weinstein, la soirée promet d'être engagée. Des précisions de Loïc Piala à Los Angeles pour BFM TV. Alors les Golden Globes, c'est une cérémonie traditionnellement décontractée, conviviale, avec des stars assises autour d'une table qui mangent et qui boivent pendant que les prix sont remis. Là évidemment cette année, le contexte est un peu particulier. Alors vous l'avez dit, certaines des plus grandes stars du monde, de Meryl Streep à Reese Witherspoon, porteront du noir pour l'occasion. Elles arboreront aussi un pins spécial Time's Up en référence à ce mouvement né au début de l'année pour soutenir les victimes d'harcèlement et d'agressions sexuelles, pas seulement d'ailleurs dans l'industrie du spectacle, vraiment dans toutes les couches de la société. Et toutes ces stars vont profiter d'un immense tapis rouge avec des journalistes venus du monde entier pour s'exprimer, pour faire entendre leur voix au nom de celles et ceux qui ne peuvent pas le faire. C'est ce que plusieurs d'entre elles ont déjà annoncé. Puis pendant la cérémonie, on peut s'attendre à ce que des lauréats évoquent également le sujet. Ils n'ont pas hésité dans les années précédentes à parler de politique, notamment à attaquer frontalement le président Donald Trump. Et puis pourquoi pas quelques mots d'Isabelle Huppert, l'actrice française vient remettre un prix, elle qui a été récompensée par un Golden Globe l'an dernier pour son rôle dans le film Elle. C'était Culturez-vous avec Beau Concept, meubles et design danois depuis 1952. Allez, restez avec nous sur BFM TV dans un instant. Cette question, comment faire pour retrouver les enfants disparus? Maïlis notamment, 4 mois après les faits, les annonceurs et les régies publicitaires de Rhône-Alpes ont lancé une campagne d'affichage qui sera étendue à l'Île-de-France dans les prochains jours. Et puis l'écho, Emmanuel, ce matin, on parle de sécurité alimentaire. Oui, 28% seulement des Français ont confiance dans leur alimentation alors qu'il n'y a jamais eu aussi peu d'accidents alimentaires. Sans doute l'effet de la malbouffe, mais attention à ne pas confondre malbouffe et alimentation toxique. C'est pas pareil à court terme. Continuer le travail comme il faut. Les autres résultats de la journée, Brive a battu Toulon, Agen l'a emporté facilement à Castres et match nul un peu fou entre Oyonnax et La Rochelle qui perd sa place de leader à cause de cette contre-performance. 2 matchs ce dimanche, Pau-Toulouse et le choc Racing-Clermont. Le tennis à présent avec la belle journée, que dis-je, la journée excellente des tennismen français. Oui, si toute l'année 2018 continue comme ça, on prend franchement puisque Gaël Monfils s'est imposé au tournoi de Doha, 7e titre de sa carrière. Il a battu facilement en finale le jeune russe Andrei Roublev, 6-2, 6-3. Excellente nouvelle pour Monfils qui n'avait plus joué depuis 4 mois et qui avait chuté au 46e rang mondial. Il n'avait pas remporté de tournoi depuis 2016. Il n'était même pas sûr de participer à ce tournoi. Et bien lui en a pris puisqu'il entame parfaitement la saison à 9 jours du premier grand chelem de la saison, l'Open d'Australie à Melbourne. Voilà pour mon fils. Et puis l'autre très bonne nouvelle, c'est la victoire à Pune en Inde de Gilles Simon. Il renaît de ses cendres, Simon, parce que lui aussi a vécu une période cauchemardesque. Il a battu en finale le finaliste du dernier US Open. Rien que ça, le Sud-Africain Kevin Anderson en 2-7, 7-6, 6-4. Simon n'avait plus remporté de tournoi depuis 3 ans. Il a chuté l'an dernier au 89e rang mondial et n'avait pas remporté plus de 2 matchs consécutifs en 2017. Un grand ouf de soulagement pour Simon qui a 33 ans, a prouvé qu'il fallait encore compter sur lui en 2017. Bravo à lui, bravo à eux. Biathlon à présent, on ouvre une page sport d'hiver et on va parler de ski alpin, de saut à ski, mais donc on commence avec le biathlon. Oui, et qui dit biathlon dit forcément Martin Fourcade. Il s'est encore imposé insubmersible. Martin Fourcade, il a une nouvelle fois maté les Norvégiens. Ce sont cette fois les frères Beu qui se sont cassés les dents sur la star du biathlon. Fourcade a remporté la poursuite. Il s'est même permis de les chambrer. Regardez sur ce dernier tir en prenant le temps de s'en aller, de les regarder
aller alors que les deux hommes étaient encore sur le pas de tir. 10 courses, 10 podiums et Fourcade s'envole au classement général dans une saison passionnante où il a une vraie adversité avec en ligne de mire les Jeux Olympiques. Évidemment, le ski alpin, on y vient cette fois avec le géant d'Adelboden et Marcel Hirscher. C'est lui la star de la discipline, l'Autrichien. 51e victoire en Coupe du Monde pour lui dans le plus prestigieux géant de la saison. On a eu droit à un podium de rêve avec les 3 premiers du classement en général. Aux 3 premières places, Hirscher, Christophersen le Norvégien et Alexis Pinturo le Français. Grand spectacle dans le mur final d'Adelboden. Regardez, il faut plonger dans ce mur vers la foule. Hirscher a bien failli tout perdre, mais lui aussi, comme Fourcade, il est insubmersible. Le podium se tient en 21 centièmes. Place au slalom ce dimanche. Et puis chez les filles, nouveau podium pour Tessa Worley qui s'est inclinée derrière Michaela Schifrin à Kranjska Gora en géant. C'était en Slovénie. Elle s'incline derrière la reine depuis le début de la saison. Elle est intouchable cette année, Schifrin, puisqu'elle a décroché le 8e succès de la saison. En tout cas, Worley signe une 2e place pour la 3e fois de la saison. Ce sera difficile de battre Schifrin en Coupe du Monde, mais pour Worley, l'objectif pour elle, c'est les Jeux Olympiques. Et puis on termine, allez, assez rapidement avec du saut à ski, la tournée des 4 tremplins. Vous savez, c'est cette compétition qui rassemble les 4 tremplins les plus prestigieux entre l'Autriche et l'Allemagne, et c'est le Polonais Kamil Stork qui l'a emporté, sauf que cette fois c'est un peu spécial, il a réussi le Grand Chelem puisqu'il a gagné les 4 concours. C'est la 2e fois que Stork l'emporte. Il s'est posé à 132 mètres à Bischofshofen, c'est en Allemagne, dans une magnifique ambiance, ça plane pour lui. Oui, ça fait toujours des images assez impressionnantes. Merci beaucoup Thibaut, c'était le journal des sports sur CNews. Votre programme vous a été présenté par Audi. Restez avec nous dans un instant, une nouvelle édition. Nous reviendrons sur cette journée d'hommage à Charlie Hebdo qui s'est tenue ce samedi aux Folies Bergères avec de nombreux invités. On fait le point juste après une courte pause et la météo. Bienvenue dans la sélection CNews, l'agenda des événements à ne pas manquer. Au sommaire, Michel Leb fête ses 40 ans de carrière. Tableau d'une exécution au Théâtre du Rond-Point. Et Âge tendre en tournée. 40 ans. 40 ans de carrière, ça se fête. Michel Leb revient sur scène pour nous offrir un one-man show détonnant. Un véritable spectacle de music-hall alliant swing, sketch, parodie et imitation culte. Michel Leb, 40 ans, actuellement au Casino de Paris jusqu'au 7 janvier et en tournée dans toute la France jusqu'au 14 avril. C'est l'histoire d'une femme artiste qui veut peindre la guerre dans sa réalité, sa violence, sa barbarie et ses horreurs. Le sang et le carnage vont pénétrer dans les musées glacés. Mais en 1571, en République de Venise, la guerre est glorieuse. C'est l'histoire du combat de Galaxia, artiste peintre, contre le pouvoir en place. Tableau d'une exécution, une pièce de théâtre intelligente, au Théâtre du Rond-Point du 10 au 28 janvier. Je suis de Venise. Oui, ça je sais bien, ma femme. Je vous dis que je suis de Venise. Alors exaltez Venise. Ashton, la tournée des idoles, revient avec un tout nouveau spectacle. Retrouvez sur scène toutes vos stars préférées. Emmène-moi danser ce soir. J'irai bien me faire un tour du côté de chez soi. Plus de 2h30 de show en live à partir du 12 janvier dans toute la France. Retrouvez toutes les informations sur cnews.fr. L'épiphanie approche, alors on s'active pour sortir des dizaines et des dizaines de galettes des rois. Oh, ce matin, une bonne quarantaine. Et c'est pas encore le rush. C'est pas encore le rush. Ici, oubliez la frangipane, on préfère la pâte briochée, parfumée à la fleur d'oranger et garnie de ses fruits confits sur ses petites perles de sucre. Mais un gâteau des rois ne serait rien sans sa fève et son sujet. Celui qui a la fève, il doit payer la prochaine couronne. Et celui qui a le sujet, il doit payer une bouteille de champagne de Montseux. Voilà, c'est vraiment la tradition. Après la bûche de Noël, la galette de l'épiphanie vient clore cette période de fête qui représente 20% du chiffre d'affaires. Donc pas question de se louper. Dans la vitrine, il y en a pour tous les goûts. Ici, les pépites de chocolat ont remplacé les fruits confits pour les enfants. La frangipane est aussi présente, mais les clients ont fait leur choix. Ah, moi c'est plutôt galette. Pourquoi?
parce que je suis provençale. Tout simplement. Brioché ou frangipane, chaque année 30 millions de galettes sont vendues et surtout mangées entre décembre et janvier. Des supporters, un départ symbolique, ce jeune entrepreneur de 26 ans débute un périple, un défi incroyable. Il rejoint Paris en fauteuil pour qu'on le prenne enfin au sérieux, pour que les aides des pouvoirs publics arrivent, pour qu'aussi des investisseurs le rejoignent. Pour arriver au même résultat qu'un valide, il faut toujours soulever des montagnes. Souffrir ne lui fait pas peur, il veut coûte que coûte sauver son entreprise et la développer. À terme, cela peut créer 40 emplois. C'est pour ces raisons qu'il interpelle et veut rencontrer le président de la République. Les 710 km, ils sont à la mesure de ce qu'on va chercher. C'est la dernière chance pour essayer d'interpeller pour que cette entreprise puisse vivre, tout simplement. Cela fait plus d'un an que l'entreprise existe et se différencie. On a essayé de casser un peu l'image médicale du fauteuil, c'est-à-dire en travaillant vraiment sur la qualité des matériaux, sur de la surcouture, sur la possibilité de faire de la broderie avec une personnalisation au niveau de, par exemple, un logo, au niveau d'un prénom. Donc, travailler vraiment de la qualité des matériaux. La route est encore longue, arrivée prévue devant le palais de l'Élysée le 24 janvier. Suivez la météo avec la nouvelle Phoenix 5 par Garmin. Voilà un dimanche matin particulièrement gris, humide, bien arrosé, notamment sur l'angle de Quai-Roussillon, puisque le mauvais temps arrive de la Méditerranée, de la pluie à nouveau sur le sud-ouest, de la neige sur les Pyrénées avec des risques d'avalanche très importants, et puis quand même, du Jura à la Côte d'Azur via les Alpes, d'assez belles éclaircies matinales. Voyons voir maintenant les températures prévues au lever du jour par Météo France. Vous n'aurez que 2 degrés au Havre, 7 à Caen, 5 à Brest, autant qu'à Paris, autant qu'à Biarritz, 5 aussi sur le port de La Rochelle. Alors, votre dimanche après-midi, la carte parle d'elle-même. Seule la Corse pourrait avoir d'assez belles éclaircies, mais partout ailleurs, vraisemblablement, aucun espoir de voir le soleil en ce dimanche après-midi. Bien au contraire, les pluies seront durables, fréquentes, elles seront un petit peu plus fortes qu'ailleurs. Des Pyrénées-Orientales au département de l'Hérault, de Perpignan à Montpellier. Et forcément, les températures seront en baisse. 6 degrés à Paris simplement. En revanche, 20 degrés pour votre dimanche à Ajaccio. C'était la météo avec la nouvelle Phoenix 5 par Garmin. Place à la météo des neiges. Cet hiver, redécouvrez le plaisir des sports d'hiver avec Club Med. Énormément de neige en montagne, les Vosges, les Alpes, les Pyrénées, le Massif central. Et dans les Pyrénées, tenez, Axe 3 Domaines, Puy-en-Galie et Saint-Lary-Soulan, entre 80 et 85% des pistes ouvertes. Attention, dans les Pyrénées, les risques d'avalanche sont très importants. Allez, direction les Alpes, belles éclaircies sur Méribel, 89% des pistes ouvertes. Beaucoup de neige également à Tignes et à Pralognan, la Vanoise. Et puis on termine par Pralou, dans les Alpes du Sud, où toutes les pistes sont ouvertes, Serre-Chevalier et Montjura. Quelques éclaircies quand même. Club Med vous a présenté la météo des neiges. Club Med, vous étonnez. À la une, quasiment 3 ans, jour pour jour après l'attentat de Charlie Hebdo, une journée toujours Charlie, organisée à Paris ce samedi. Un événement à l'initiative du Printemps républicain, une association qui milite pour la laïcité. De nombreuses personnalités présentes, notamment Manuel Valls, l'ancien Premier ministre, ou encore Caroline Fourest. La fin de l'alerte enlèvement pour le petit Tizio. Le nourrisson enlevé à l'hôpital Purpan à Toulouse a été retrouvé près de Carcassonne dans l'Aude. Son père et son oncle ont été placés en garde à vue. Le bébé est sain et sauf.
Donald Trump répond aux critiques acerbes du livre Révélation de Michael Wolff. Dans cet ouvrage, la santé mentale du président américain est remise en question. Donald Trump s'est défendu sur Twitter en se qualifiant lui-même de génie très équilibré. Et puis, dans ce journal, on parlera des dernières réjouissances avant la fin des vacances. Ce week-end, c'est l'épiphanie avec la traditionnelle galette des rois. On vous emmènera déguster l'une des meilleures galettes de France. Mais tout d'abord, 3 ans après l'attentat de Charlie Hebdo, une journée, toujours Charlie, organisée aux Folies Bergères à Paris ce samedi. Il s'agit d'une initiative du Printemps républicain, une association controversée qui milite pour la laïcité. 1500 personnes étaient conviées à cet événement, parmi les personnalités présentes, Manuel Valls ou encore Elisabeth Badinter. Objectif, redonner vie à l'esprit Charlie. Ce sont les mots affichés par les organisateurs. Mais selon un récent sondage, de moins en moins de Français se disent Charlie. Ils sont 61% cette année contre 71% l'année dernière. Je vous propose d'écouter l'analyse de Frédéric Dabi de l'Institut de sondage IFOP. La Dordogne étant crue à la Bourboule, le Rhône et la Saône sont aussi sortis de leur lit. Pour de nombreux fleuves et rivières de France, la tendance reste à la hausse pour les prochaines 72 heures. Les précipitations devraient se poursuivre. La vigilance orange est donc maintenue dans plus d'une dizaine de départements en raison des risques d'inondation. Eleanor est la 4e tempête de l'hiver. Depuis mardi soir, une grande partie du pays reste placée en vigilance orange en raison des vents violents, des pluies intenses et du redoux qui a fait fondre la neige et gonfler les cours d'eau. La Fédération française de l'assurance a évalué vendredi à environ 200 millions d'euros le coût des intempéries Carmen et Eleanor qui viennent consécutivement de frapper le pays. Plus de 150 000 sinistres ont été recensés, un premier bilan et une facture qui pourrait augmenter en raison des inondations en cours. Et hier soir, la Seine à Paris atteignait 3,30 mètres. Les tempêtes successives de ce début d'année auront donc fait au moins 4 morts, sans compter 2 nouveaux disparus signalés ce matin. 2 hommes emportés par des cours d'eau, des décès liés aux inondations, mais aussi aux avalanches et qui ont suscité, vous allez l'entendre à chaque fois, beaucoup d'émotions. Frédéric Agnès, Christophe Buzine et Gaël Charnet. Jean Blanc, une figure de Bonneval-sur-Arc. Âgé d'une 50aine d'années, cet agriculteur est décédé dans une avalanche à côté de son chalet d'alpage. La famille, ne le voyant pas revenir dans l'après-midi, on a déclenché une caravane de secours qui est allée chercher. Lorsqu'on est arrivé sur les lieux, on a constaté que le tunnel avait été écrasé par une avalanche et malheureusement l'agriculteur était mort dessous. La tristesse est immense dans ce village de 250 habitants. Tout le monde connaissait cet homme qui était aussi moniteur de ski à 16 heures. Cette semaine, il a donné des cours le matin. C'est dur, je perds mon frère, je perds un de mes moniteurs, je perds quelqu'un dont je suis très fier. Jean Blanc était le père de 6 enfants. Robert Sandraz, sapeur-pompier volontaire. Très expérimenté, ce Savoyard de 64 ans participait au sauvetage de personnes réfugiées sur le toit de leur voiture quand le torrent l'a emporté. Son corps a été retrouvé en fin de matinée. Un choc pour ses proches. Son propre fils qui était avec sur l'intervention, il l'a vu faire, lui, je ne sais même pas comment il va réagir ce gamin. Hans Wolf, allemand de 70 ans, mélomane, amoureux de la France. Cet homme essayait visiblement d'ouvrir une vanne pour éviter que sa propriété soit inondée par la crue de l'Aube. Il est tombé à l'eau hier après-midi. Une vingtaine de pompiers et une douzaine de plongeurs sont mobilisés. Mais la rivière est toujours en crue et les hommes peuvent difficilement s'approcher. C'est bien trop dangereux, le courant est extrêmement fort. Il s'agirait d'amarrer les différents gendarmes qui procèdent aux vérifications et ça n'est pas possible, même pour les plongeurs. À Lucenay-l'Évêque, en Saône-et-Loire, Yves Dugelet est porté disparu. Cet ancien marin de 81 ans, installé ici depuis une vingtaine d'années, voulait apparemment observer la montée des eaux hier soir. En fait, la personne a traversé de chez elle en face pour venir juste ici voir le niveau de la rivière. Vraisemblablement, il s'est aventuré sur le petit pont que vous voyez ici et il a glissé. Plongeurs et gendarmes reprendront les recherches demain matin au lever du jour, avec l'espoir que la décrue sera amorcée. Et parmi les régions les plus touchées par ces crues, le Doubs, où des rues entières ont été inondées. Les habitants ont passé la nuit dernière et une grande partie de la journée à tenter de lutter contre l'eau, comme nous le montre ce reportage de Constance Bernauer et Julie Roth.
Annick et sa mère ont du mal à faire les derniers mètres. Depuis hier, le niveau d'eau monte et même les sacs de sable n'y font rien. On va laisser sécher avant de voir les dégâts qu'il y a dans les pièces. Ici, ça devrait être un bureau, là où on a nos ordinateurs, tous nos livres, nos papiers importants. Il fait froid, les pieds gelés. La famille Muller habite la commune depuis une quinzaine d'années. Elle assiste au désastre impuissante et voit heure par heure l'eau progresser jusqu'à sa maison. Ça dépasse même le petit muret, c'est la première fois vraiment qu'on est à ce point-là. On a hâte que ça baisse. Surtout on a hâte que ça baisse. Dès la nuit dernière, à quelques mètres de là, Clément avait choisi, lui, d'abandonner son foyer. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais bon, on fait ce qu'on peut en tout cas. Avec l'aide des voisins, il avait barricadé sa porte. Je les mets là. Ah, c'est gentil, merci. Et une dizaine d'heures plus tard, le trottoir au pied de sa maison a complètement disparu. Dans la commune, malgré ce spectacle, les habitants ne semblent pas inquiets. Ils annoncent quand même meilleur demain, samedi et dimanche, et lundi et mardi, je crois, c'est ça ? Ouais, je pense que ça va s'écouler, là. En fin d'après-midi, la pluie s'est arrêtée de tomber. Un peu de répit en attendant la décrue. Aucune autre averse n'est prévue dans les prochains jours. Un peu plus au nord, dans les Vosges, le niveau du lac de Gérardmer est, vous allez le voir, exceptionnellement élevé. Regardez ce restaurant totalement inondé lui aussi. D'autres entreprises de la ville ont également été touchées. Et dans ce département, la Moselle a atteint l'un de ses plus hauts niveaux depuis 1947. Les Vosges, le Doubs, donc, toujours en alerte orange ce soir. Et ils ne sont pas les seuls. Regardez, c'est le cas pour 14 départements en alerte crue, principalement dans le nord-est. Nous allons retrouver tout de suite notre envoyé spécial à Chaumont, en Haute-Marne. Bonsoir Quentin Fichet. Quelles sont les perspectives pour les heures à venir ? Eh bien Anne-Claire, cela va continuer notamment dans le nord-est du pays. En Haute-Marne notamment, où nous nous trouvons, le pic de crue est attendu entre minuit et 2 heures du matin. Il pourrait atteindre 3,10 mètres de hauteur à Joinville. La rivière de l'Aube notamment pourrait elle aussi à nouveau sortir de son lit. Pour ce seul département, 75 pompiers ont été mobilisés et ils sont déjà depuis ce matin évidemment sur le terrain à rassurer les habitants, à leur demander de ne pas sortir, de ne pas emprunter les routes qui sont immergées, c'est extrêmement dangereux. Les services de secours surtout se préparent à une nuit d'opérations, des opérations d'épuisement, c'est-à-dire le pompage de l'eau dans les maisons, dans les sous-sols. L'objectif ici, comme partout en France, c'est de limiter au maximum les dégâts matériels, mais surtout d'éviter qu'il y ait de nouvelles victimes. Merci beaucoup Quentin pour ces dernières informations. À Paris, est-ce en lien avec les intempéries, une policière de la brigade fluviale est portée disparue depuis cet après-midi après un exercice conjoint avec les sapeurs-pompiers. Le courant de la Seine, c'est, il faut le dire, renforcé avec les pluies, ce qui rend d'autant plus difficile les recherches. Annie Bazard et Jean-Marc Martineau. Depuis ce matin, ils plongent inlassablement pour tenter de retrouver leurs collègues de la brigade fluviale. Il est environ 10h50 lorsque la jeune femme qui s'entraînait ici non loin de la cathédrale Notre-Dame disparaît soudainement dans la Seine. Le niveau du fleuve est alors élevé, mais la jeune femme de 27 ans est expérimentée. Elle est en fonction à la brigade fluviale depuis le 1er septembre 2016. Elle a déjà plongé dans des circonstances difficiles. C'est quelque chose qu'elle fait habituellement, qu'elle a fait en 2016 lorsque la crue était montée à plus de 6 mètres. Et donc l'entraînement était un entraînement assez courant. Très vite, d'importants moyens sont mobilisés. Dans les airs, 2 hélicoptères, un ballon équipé d'une caméra. Sur terre et dans l'eau, plus d'une vingtaine d'embarcations, 4 équipes cynophiles, de nombreux policiers et sapeurs-pompiers. Il a été engagé une centaine de sapeurs-pompiers, dont 17 plongeurs. Les recherches sont effectuées dans un environnement dangereux, avec un courant assez rapide, une visibilité pratiquement nulle sous l'eau et une température de la Seine qui est très basse. Le périmètre des recherches a été étendu, mais les opérations pour localiser la jeune femme ont été suspendues avec la tombée de la nuit. Elles reprendront demain matin. Bonsoir Tatiana. Bonsoir Anne-Claire. Alors on a vu à l'instant la Seine gonflée par les eaux, on parlait de la Moselle tout à l'heure. Comment expliquer que ces crues touchent des régions finalement très distantes l'une de l'autre ?
Alors, on l'explique principalement par la conjonction de deux phénomènes. Tout d'abord, les importantes précipitations, elles auront été abondantes ces derniers jours, mais aussi ces dernières semaines. On le rappelle, depuis le 10 décembre, on est sous l'influence d'un rail de perturbations, donc 4 tempêtes hivernales, avec des pluies, mais aussi d'abondantes chutes de neige sur les reliefs. Et le deuxième phénomène très important, l'élément clé, c'est la douceur, finalement, pour la période de l'année. Ces derniers jours, on est de 3 à 7 degrés au-dessus des normales de saison, mais ça a été même jusqu'à 15 degrés, un record battu à Paris le 31 décembre. Donc en résumé, on a ces pluies abondantes, ces chutes de neige sur les reliefs et avec la douceur, la fonte justement de cette neige et donc cette quantité d'eau qui se déverse vers les torrents, les fleuves, les rivières, débordement des courants et ça justifie évidemment cette vigilance orange pour cause de crues et d'inondations. Merci beaucoup Tatiana pour ces explications limpides. Vous parliez justement de la neige à l'instant. Eh bien en montagne, les autorités surveillent de très près les axes routiers. Certains ont été coupés par des avalanches. Des villages ont été isolés quelques heures aujourd'hui. Les quantités tombées cette semaine sont impressionnantes. Reportage Pauline Lefrançois et Philippe Fontalba. Toute la nuit, ces engins ont déneigé le col du Lautaret. Bloqué pendant 2 jours, il a pu rouvrir ce matin. Car cet axe qui relie les Alpes du Sud aux Alpes du Nord est très emprunté par les touristes. Dans les Hautes-Alpes cette semaine, de nombreuses routes ont dû être fermées à cause du risque très élevé d'avalanche. Quand il y a des gros amas de neige, il faut sécuriser les routes parce que les avalanches peuvent traverser la route et embarquer éventuellement des voitures ou des gens. Des coulées de neige comme celle-ci, c'est ce qu'ont redouté les autorités sur la route du village de Névache, dans la vallée de la Clarée. Pendant 2 jours, le village a été isolé. Mais ce matin, le risque d'avalanche est écarté. Le service départemental des routes peut enfin déneiger. Il y a 2 mètres de neige à déblayer. Comme ils annoncent une prochaine chute de neige, nous élargissons pour avoir de la largeur sur la route. Parce qu'après, on n'arrivera plus à l'enlever, qu'il y en a trop. Plus bas à Embrun, c'est une coulée de boue liée à la pluie qui condamne cette route départementale jusqu'à lundi. 800 habitants sont concernés. Cet hiver atypique, avec de très fortes chutes de neige, pose des difficultés aux 300 personnes du service des routes dans les Hautes-Alpes. Vidéosurveillance, météo, réseaux sociaux, tout est géré dans ce centre opérationnel de secours à Gap. Il faut réagir très vite, il n'y a pas de prévention. Il faut qu'on anticipe un petit peu avec la préfecture, avec le SDIS, pour savoir que ces villages, même s'ils se sentent isolés, qu'ils savent qu'ils ont les moyens de secours adaptés. Dès dimanche, de fortes chutes de neige sont encore attendues. Les autorités anticipent déjà, certains ramassages scolaires pourraient être annulés lundi matin. Dans les stations de ski, plus précisément, le risque d'avalanche a été légèrement abaissé, mais la situation reste très délicate. Pas question de mettre en danger les vacanciers. Et les pisteurs sécurisent aussi toutes les infrastructures. Regardez ce reportage à Valloire, tourné par Yanis Matisse et Michael Clément. C'est bon, vous êtes prêts, c'est parti. Priorité numéro 1, éviter les coulées naturelles, celles parfois meurtrières. L'avalanche coupe la piste et peut emmener des skieurs qui seraient eux sur une partie sécurisée. La piste elle est sécurisée. On l'ouvre à partir du moment où on est sûr qu'aucune avalanche pourra la couper. Alors à Valloire, ces pisteurs secouristes déclenchent des tirs préventifs, 22 au total aujourd'hui. 48 heures après le passage de la tempête Eleanor, les remontées mécaniques ont souffert. Des portes envolées, des vitres cassées. Mais la sécurité reste assurée. C'est un matériel qui est de plus en plus fiable, qui est contrôlé tous les ans. Donc on a une visite annuelle sur chaque installation. C'est contrôlé, vérifié par les services de l'État. À 1430 mètres d'altitude, les enjeux sont importants. Celui du tourisme en particulier. La station débourse chaque année 350 000 € pour le déneigement. Vous savez, de venir à la montagne, des fois, ça peut déjà être un petit peu stressant. On emprunte la route du col, on marche sur la neige, sur la glace, donc il faut toujours faire un peu attention. Donc c'est pour ça qu'on a sans arrêt des engins qui passent, des gens qui travaillent. Comme Lionel Bochu, perché sur le toit de ce bâtiment. Sa mission, éloigner le danger pouvant être imprévisible. La neige fraîche qui va geler derrière, elle va se prendre dans les arrêts de neige des toits. Donc quand on a une température négative, on a très peu de risques. Par contre, dès qu'on a un temps avec du redoux, là c'est comme en montagne, il y a risque de cassure sur les différentes couches. Plaisir des vacances, lieu de détente, les stations de sport d'hiver mettent tout en œuvre pour conserver leur clientèle.
Et justement, après une semaine sans doute terriblement frustrante à cause des restrictions, les skieurs, vous le voyez, ont pu profiter des pistes. Aujourd'hui, sous un beau soleil, des vacanciers qui vont pour une majeure partie d'entre eux faire leurs valises et reprendre la route demain. Alors comment vont se dérouler ces retours? Bonsoir Esther Lefebvre, vous êtes à Moutier, au cœur de cette fameuse vallée de la Tarentaise qui va être saturée dans les prochaines heures. Mais les conditions, au moins en termes de météo, ne devraient pas être un problème. Des embouteillages en particulier à ce rond-point derrière moi, car c'est un entonnoir. D'un côté, des vacanciers qui sont les stations de Courchevel, Méribel, de l'autre, Val Thorens, Les Menuires ou encore Bourg-Saint-Maurice. Mais tout cela, ce sera du classique, comme à chaque grand départ. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de difficultés supplémentaires en amont, car pour quitter les stations de ski, plus aucune route ne sera bloquée par la neige et les boues, que ce soit ici en Savoie, mais aussi en Isère ou en Haute-Savoie. Par ailleurs, la météo sera plus clémente, avec des températures plus douces que ces derniers jours et pas de nouvelles chutes de neige prévues pour demain. Bref, demain sur les routes, ce sera une journée assez classique pour un samedi de départ. Vigilance orange prévue par Bison Futé. Ce sera vert dans le reste du pays. Merci beaucoup Esther pour ces précisions. La météo et la neige qui préoccupent également, et nous vous en parlons depuis quelques jours, tout le nord de l'Amérique. Et c'est maintenant le froid qui paralyse la côte est des États-Unis. La ville de New York a par exemple enregistré des températures extrêmes jusqu'à moins 23 degrés, moins 30 à Boston. Charlotte Casanova. Froid glacial, chute de neige, rafale de vent, 3 phénomènes simultanés, ce qui est extrêmement rare. Les spécialistes n'hésitent pas à parler d'une bombe cyclonique. Le temps s'est arrêté dans le nord-est des États-Unis et c'est loin d'être terminé. Les températures devraient encore chuter jusqu'à moins 37 degrés. Nous sommes en état d'urgence et cela signifie qu'à moins d'être en situation de difficulté extrême, vous ne devez pas prendre la route ni sortir de chez vous. Ici, à Boston, des vagues géantes ont provoqué des inondations, du jamais vu depuis 40 ans. Jamais vu également ces voitures emprisonnées par l'eau glacée. Les températures sont inférieures à moins 20 degrés. Toutes les écoles sont fermées, les trains à l'arrêt, des dizaines de milliers de personnes privées d'électricité. À cela s'ajoute à New York la fermeture des 2 aéroports. Plus de 4000 vols ont été annulés, des centaines de passagers contraints de dormir dans les terminaux. C'est le foutoir, c'est vraiment ce que je pense. Nous n'avons pas autant de neige en Géorgie et voir tout ça, c'est incroyable. Pendant ce temps, d'autres profitent de cet état de New York déserté. Bien plus au sud, du côté de la Floride, des habitants découvrent la neige pour la première fois. Il faut remonter il y a plus de 30 ans pour se souvenir des derniers flocons. Je n'ai jamais vécu quelque chose de semblable. C'est dingue. J'ai dû enlever la glace de ma voiture et je ne sais même pas comment conduire sur ces routes. Et elle va devoir s'armer d'encore un peu de patience. Les températures ne devraient recommencer à grimper qu'en début de semaine prochaine. Revenons maintenant en France avec cette affaire qui met en cause la préfecture de police de Paris et qui pose cette question terrible. Ces services de renseignement auraient-ils pu éviter l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray? Selon nos confrères de Mediapart, le djihadiste qui a assassiné le père Hamel avait été repéré par les policiers. Il exprimait très clairement sa volonté de cibler les églises. Mais en période de congé d'été, le rapport n'a jamais été pris en compte. Thibaut Malandrin et Madjeni Sangaré. Un cyberpatrouilleur de la direction du renseignement de la préfecture de police de Paris, la DRPP, suit sur son ordinateur la chaîne qu'un certain Jayed a créée sur la messagerie électronique Telegram. Derrière ce pseudo se cache Adel Kermiche, l'un des 2 auteurs de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray. Nous sommes le 21 juillet 2016, 5 jours avant la mort du père Jacques Hamel. Kermiche enregistre des messages sans équivoque, invitant à passer à l'acte en France, à prendre les armes et à attaquer les églises. Il convie même ses abonnés à ses prêches à la mosquée de Saint-Étienne-du-Rouvray. Suffisamment d'éléments pour convaincre le policier de rédiger une note. Problème, les faits ne concernent pas Paris mais la Normandie. Cette fiche doit donc être transmise à la Direction générale de la sécurité intérieure, compétente à l'échelle nationale. Mais le circuit de validation est lourd. Des commissaires sont en vacances et la note n'est pas transmise. Pire, pour maquiller le raté le jour de l'attentat, le 26, quand le nom de Kermiche ressort, les policiers auraient demandé aux cyberpatrouilleurs de refaire la note en changeant la date. Ils s'aperçoivent
qu'ils ont beau changer l'intitulé de la note, la date au 26, en fait, dans l'onglet propriété, l'historique de la note, elle est notée au 21. Donc on va lui demander de refaire une deuxième note, et cette fois-ci au 26. La préfecture répond aujourd'hui que la première note n'évoque en aucun cas l'imminence d'un passage à l'acte, et encore moins le ciblage d'un lieu précis. Elle indique que la fiche du 26 juillet, elle, est bien une nouvelle note, et non une copie de celle du 21. Scepticisme du côté des victimes. Il y a des ratés qui sont fatals, il y a des loupés qui sont fatals. Et lorsqu'on nous dit dans le communiqué de presse qu'il n'y avait pas urgence à traiter cette information, oui, il y avait une urgence. Il y avait une urgence parce qu'on sait ce qui s'est passé après. Nous sommes très troublés, et en même temps, nous en appelons à une réaction rapide. Adel Kermiche avait déjà tenté à 2 reprises de se rendre en Syrie et le jour de l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, il était placé sous bracelet électronique. Et sachez que le parquet annonce ce soir l'ouverture d'une enquête après les accusations de Mediapart. Le terrorisme et la lutte contre l'État islamique qui ont aussi été au cœur des discussions entre Emmanuel Macron et Recep Erdogan. Aujourd'hui, le président turc reçu à l'Élysée. Il a aussi été question de contrats dans le domaine de la défense aérienne. Les deux hommes qui ont également levé le doute sur une éventuelle adhésion de la Turquie à l'Union européenne, un dossier au point mort. Je vous propose d'écouter les présidents français et turcs. Les évolutions récentes et les choix ne permettent aucune avancée du processus engagé. Il est évident que nous devons sortir d'une hypocrisie qui consisterait à penser qu'une progression naturelle vers l'ouverture de nouveaux chapitres est possible. Ça n'est pas vrai. La Turquie, ça fait 54 ans qu'elle attend dans l'antichambre de l'Europe. Alors cela, ça nous a sérieusement fatigués. Et cela a aussi sérieusement fatigué mon pays. Venons-en maintenant à ce livre qui a mis les nerfs de Donald Trump à rude épreuve. Un livre qui a à peine sorti est en tête des ventes. Fire and Fury, le feu et la colère en français, raconte la présidence du milliardaire de l'intérieur avec de redoutables témoignages de proches et d'anciens conseillers. En voici les meilleurs extraits commentés par nos correspondants Axel Monnier et Mathieu Derrien. C'était la campagne la plus violente de l'histoire américaine. Donald Trump semblait prêt à tout pour l'emporter. Le livre semble pourtant prouver le contraire. Une fois qu'il aurait perdu, Trump serait devenu extrêmement célèbre. Perdre, c'est gagner. Résultat, le soir de la victoire, l'ambiance n'est pas vraiment à la fête en coulisses selon son entourage. Donald Jr. a dit à un ami que son père ressemblait à quelqu'un ayant vu un fantôme. Melania était en larmes, mais pas de joie. Le 20 janvier 2017, Donald Trump devient le 45e président des États-Unis. La foule est clairsemée. Aucune star n'a accepté de s'associer à cette investiture. Le vainqueur est bougon. Il était en colère que des stars de premier plan aient snobé l'événement. Énervé et furax, les épaules voûtées, les bras ballants. Le livre est signé par un journaliste reconnu. 200 entretiens, dont 2 avec le président lui-même, 1 an et demi d'enquête et des accès à la Maison-Blanche. Il décrit le quotidien d'une présidence en plein chaos et dresse un portrait peu flatteur de Donald Trump. Tous le qualifient de crétin, d'idiot. Et tout est vrai? Absolument tout. À 18h30, il était très probablement au lit avec un cheeseburger, regardant ses 3 écrans et passant des coups de fil. On apprend aussi que son improbable coiffure est, selon sa fille, le résultat d'une chirurgie esthétique et d'une couleur ratée, parce qu'il est trop impatient pour la laisser prendre. Le livre soulève aussi des questions de fond. Un ancien conseiller parle de trahison et confirme les rencontres avec des dirigeants russes, relançant les soupçons de collusion autour de l'élection. Les responsables de campagne ont pensé que c'était une bonne idée de rencontrer un gouvernement étranger sans avocat. Face à ces révélations, Donald Trump réplique comme à chaque fois par la voix d'un tweet rageur. Je n'ai jamais donné accès à la Maison-Blanche à l'auteur de ce livre bidon. Je ne lui ai jamais parlé. Ce ne sont que des mensonges. Donald Trump a tenté de faire interdire ce livre, notamment par la voix de son avocat. En vain. La sortie était programmée en début de semaine prochaine. Elle a été avancée à ce vendredi avec déjà beaucoup de succès. Comme dans de nombreuses librairies à Washington, le livre est déjà en rupture de stock dans celle-ci. Et surtout, il est numéro 1 des ventes partout aux États-Unis.
En France, vous le savez, tous les enfants nés depuis le 1er janvier dernier devront recevoir non plus 3, mais 11 vaccins obligatoires. Des vaccins qui n'ont pourtant jamais suscité autant de méfiance. Elles concerneraient un tiers des Français. Au cœur des inquiétudes, la présence d'adjuvants, notamment à base d'aluminium. Mais ces peurs sont-elles fondées en termes scientifiques? Écoutez les réponses de Caroline Bell et Séverine Fortin. L'aluminium dans les vaccins, c'est une longue histoire qui démarre en 1926. La diphtérie et le tétanos font alors des ravages. Mais impossible à l'époque d'injecter la toxine responsable de ces maladies, trop dangereuses pour l'homme. Pour élaborer des vaccins très atténués, le chercheur Gaston Ramon découvre qu'en y ajoutant des adjuvants, ils deviennent plus efficaces. Aujourd'hui, le tétanos et la diphtérie sont devenus rares et l'aluminium est utilisé dans tous ces vaccins pour combattre la coqueluche, les hépatites ou les méningites. Mais cet aluminium serait-il toxique chez de très rares patients? Marie-Laure en est persuadée. Elle souffre d'une grande fatigue, de douleurs musculaires et de problèmes de mémoire, de concentration. Elle est atteinte de myofasciite à macrophages. En clair, son système immunitaire n'a pas éliminé l'aluminium injecté dans son muscle, ce qui a intrigué certains médecins. Ils pensaient bien qu'il y avait un problème avec l'aluminium, ils ne savaient pas encore exactement d'où ça venait et après ils ont découvert que c'était des personnes qui avaient été vaccinées à cet endroit-là. Le problème, c'est qu'aucune étude n'établit de lien entre la persistance de l'aluminium chez certains patients et les symptômes de fatigue chronique. Ce chercheur a identifié la maladie et il a son hypothèse. Certaines particules d'aluminium finiraient par atteindre le cerveau. Il a par ailleurs mis en évidence une défaillance génétique chez ces patients. Elle les empêcherait d'éliminer l'aluminium. Et donc ça expliquerait pourquoi une très faible pourcentage de vaccinés présente cette lésion de myofasciite à macrophage qui s'associe à des troubles connus sous l'appellation de syndrome de fatigue chronique. Le chercheur se base sur de récentes études effectuées sur des souris et financées par l'Agence du médicament qui aujourd'hui n'est pas convaincue par ces résultats. On ne peut absolument pas transposer ces résultats à ce qui se passe chez l'homme. Donc aujourd'hui, c'est clair, il n'y a aucun impact de ces études sur le bénéfice-risque des vaccins contenant de l'aluminium qui sont utilisés en France, en Europe et dans le monde entier. Pour les autorités sanitaires, la nocivité de l'aluminium n'est pas démontrée, le bénéfice des vaccins reste entier. Un argument partagé par le laboratoire Sanofi, qui nous répond par écrit que ces adjuvants sont bien tolérés par les millions de personnes vaccinées. Quelques centaines de patients en France souffrent de myofasciite à macrophages, suffisant, dit le professeur Gherardi, pour mettre en place des études de grande envergure. Tant que la décision politique de faire ces études ne sera pas de mise, eh bien, on restera dans l'indéterminé. On dira aucune étude ne prouve que, et aucune étude ne prouve que parce qu'aucune étude n'a été menée. Alors qu'un Français sur 3 déclare ne plus avoir confiance dans les vaccins, ces études permettraient peut-être de lever leurs doutes. Elles, au contraire, font l'unanimité chez leurs propriétaires et pas seulement pour leur confort. Les Charentaises font leur grand retour dans les magasins. On les appelait autrefois les silencieuses puisqu'elles permettaient de ne pas faire de bruit. Eh bien aujourd'hui, on les aime tout sauf discrètes. Voici notre Made in France de ce soir tourné en Charente, évidemment par Erwan Brem et Christophe Brousseau. Une Charentaise dans une boutique de mode en plein centre-ville, impossible il y a encore quelques années. On la croyait cantonnée aux intérieurs de nos anciens. Elle séduit désormais un public urbain, connecté, capable de débourser 40 € pour une pantoufle. C'est le côté Made in France, un peu sympa, décalé. Voilà, c'est la Charentaise, mais moins classique qu'avant. L'image surannée de la Charentaise, de jeunes créateurs s'en sont emparés pour relancer le chausson à la française, avec un marketing très ciblé. Surprenant retour en force, grâce à cette entreprise familiale de Charente. Elle a 110 ans, mais vient de prendre un coup de jeune. Ça, c'est des matières qu'on utilise de plus en plus aujourd'hui parce qu'il y a un véritable retour au cocooning. Et nous, on s'inscrit vraiment dans cette espèce de tendance. Donc on va chercher des matières extrêmement douces, des matières soyeuses qui sont assez agréables au toucher. Les formes, les couleurs, les matières, c'est plaisant de travailler des choses qui ne se ressemblent pas toujours. Un directeur artistique, une équipe de stylistes, la société autrefois très implantée en grande manifester, on peut pas s'exprimer, on n'a pas la liberté d'expression. Les Kurdes n'ont pas leurs droits fondamentaux.
Erdogan, c'est pas un président démocratique qui croit à la démocratie. La liberté d'expression pour lui, ça fait pas partie de sa démocratie, voilà. Laissons côté les droits de l'homme. Juste, je veux que Macron fasse la moindre des choses que l'Allemagne a fait. L'Allemagne a dit on ne vend plus des armes lourdes à la Turquie. Et puis on reparle ce matin de cet aéroport de New York. Sont fermés pour la journée. Peut-être rouvriront-ils cet après-midi. Les températures sont inférieures à -10. Reportage de Cédric Fesch, qui est le correspondant de BFM TV à New York. Les tas de neige ont commencé à s'accumuler dans les rues de New York, par exemple celui-là, et on sait qu'à partir de maintenant, ils vont rester plusieurs semaines. Ça, c'est le signe que l'hiver new-yorkais est bel et bien lancé. Ici à Times Square, la place est habituellement bondée, mais la première tempête de neige de la saison a dissuadé beaucoup de touristes. Ils sont peu nombreux à braver la tempête. C'est froid et humide, mais on va s'en sortir. J'ai vu beaucoup de gens glisser sur le sol. Et c'est particulièrement périlleux avec une poussette. Oui, c'est très excitant toute cette neige, mais c'est difficile d'aller n'importe où ou de faire quoi que ce soit. On va aller à l'intérieur maintenant. Il n'y a décidément pas grand-chose qui peut empêcher un New-Yorkais de prendre sa voiture. Alors, oui, évidemment, ça roule un peu moins bien que d'habitude, mais il y a à peine moins de voitures qu'un jour normal. Si la ville n'est pas paralysée malgré plus de 20 cm de neige, c'est que les très nombreux déneigeurs sont entrés en action très tôt avec leurs simples pelles, leurs machines particulièrement efficaces pour brosser ou déblayer, les 4x4 transformés en chasse-neige ou carrément les gros moyens. Arrivés vers 10h du matin, après avoir payé leur entrée, ils se sont mêlés à un groupe de touristes. Puis l'un d'eux se détache du groupe et s'approche d'une vitrine tandis que son complice fait le guet. Il soulève alors la porte et s'empare de la broche et des boucles d'oreilles. Je suis bouleversé. Je n'aurais jamais imaginé qu'à notre époque, une telle chose pouvait se produire ici. Cela faisait bien longtemps qu'une telle chose n'était pas arrivée ici à Venise. Ça a probablement été commandité. Un vol qui atteindrait 1 million d'euros et qui surprend les autorités. Ce que nous pouvons affirmer, c'est que durant les heures d'ouverture, l'une des vitrines a été ouverte. Puis, se fondant dans la masse, les voleurs ont pu s'échapper. L'alarme s'est ensuite déclenchée, alertant la police qui a lancé une vaste opération pour tenter de localiser les responsables. Une alarme qui s'est déclenchée 1 minute après le larcin. Selon les enquêteurs, elle aurait été retardée par les deux voleurs. Un système pourtant sophistiqué qui pose certaines questions. Comment la vitrine a-t-elle pu être facilement ouverte alors qu'elle aurait dû être fermée à clé ? Les voleurs avaient-ils des complices parmi les gardiens ? L'exposition ouverte début septembre rassemble 270 objets précieux indiens. Elle devait se conclure ce mercredi. Des grilles, des gardes, un tank. Bienvenue à Cumhuriyet, l'un des derniers quotidiens d'opposition en Turquie. Comme tous les matins, les journalistes se retrouvent pour la conférence de rédaction. Erdogan va à Paris et avant sa visite, le président français a été très virulent concernant la liberté de la presse en Turquie. Le quotidien est dans le viseur du gouvernement depuis plus d'1 an. 17 membres du journal sont jugés et 3 d'entre eux sont toujours derrière les barreaux. Avec le temps, nous nous sommes habitués aux difficultés. Nous avons des problèmes financiers parce que acheter Cumhuriyet aujourd'hui, c'est devenu un acte de courage. On peine, on est fatigué, mais on continue. Les associations de défense des droits de l'homme tentent elles aussi de continuer leur combat, et ce malgré les purges ordonnées par le gouvernement suite au coup d'État raté du 15 juillet 2016. C'est le cas d'IHD. La liberté d'expression est tellement bafouée que je ne sais pas quelles seront les conséquences pour moi après vous avoir donné cette interview. En revanche, si vous parlez à voix basse, si vous ne critiquez ni le pouvoir ni le président, alors bien sûr que vous avez la liberté de vous exprimer. Liberté d'expression et liberté de la presse, 2 sujets extrêmement sensibles qui vont donc être abordés par les 2 chefs d'État aujourd'hui. Mais ici, les principaux intéressés ne se font aucune illusion quant à l'issue de cette rencontre. Au beau milieu des couloirs d'hôpitaux, dans des salles d'examen improvisées, les patients s'accumulent. Après des heures d'attente, certains se sont préparés médicalement et psychologiquement pour leur opération prévue de longue date. À la dernière minute, ils vont être renvoyés chez eux. Au bord de l'explosion, le NHS, le service de santé britannique, vient d'annoncer qu'il allait devoir annuler et reporter au mois prochain près de 55 000 opérations chirurgicales non urgentes. Devant le scandale, Theresa May a dû s'excuser à la télévision.
Je reconnais que c'est difficile pour les patients qui doivent subir ces retards pour leur admission à l'hôpital ou qui voient leur opération repoussée. Nous espérons que ces opérations pourront être reprogrammées le plus tôt possible. Je sais que c'est dur, frustrant, et je m'en excuse auprès des patients. La Première ministre s'excuse mais se refuse à parler de crise. Or, pour les patients rencontrés cet après-midi, c'est bien le système de santé tout entier qui ne fonctionne plus. Moi, j'ai une opération prévue demain, mais s'il y a la moindre urgence avant moi, ils annuleront mon opération. Et tout cela n'est dû qu'à une seule chose, le manque de personnel. Dans un système à flux si tendu, il a suffi d'un regain d'épidémie de grippe pour tout déstabiliser. En fait, nous avons été tout simplement débordés par des patients très fragiles qui arrivent dans nos hôpitaux. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, beaucoup de médecins et d'infirmiers britanniques confiaient leur mal-être, voire leur perte de vocation. Je me réveille juste après mon service de nuit et je suis malade rien qu'à l'idée d'y retourner ce soir. En 25 ans, je n'ai jamais rechigné à aller faire ce métier que j'adore, jusqu'à aujourd'hui. Ce gouvernement devrait être rouge de honte. Selon les calculs, le NHS manque d'au moins 86 000 professionnels pour assurer sa mission aujourd'hui. Qu'est-ce que conclut ? Pour 1 milliard d'euros, le géant chinois du commerce en ligne Alibaba voulait s'emparer de l'américain MoneyGram, spécialiste des transferts d'argent. Mais la transaction n'aura pas lieu. L'instance américaine chargée de protéger la sécurité nationale des États-Unis n'a pas donné son accord. En cause, la crainte de voir les données bancaires de millions d'Américains passer sous contrôle chinois. Mais pas seulement. L'administration Trump met aussi en œuvre une ligne ouvertement protectionniste. Le contexte actuel, c'est plutôt la restriction à l'ouverture, c'est la stratégie de relocalisation et c'est la négociation d'accords bilatéraux. On est sorti de la période du libre-échange intégral promu comme valeur universelle. D'autres rachats d'entreprises américaines sont ainsi bloqués. Un assureur, un spécialiste du marketing mobile et un fabricant de puces électroniques ne passeront pas sous pavillon chinois. Des décisions protectionnistes qui font réagir Pékin. La Chine réclame l'équité et une relation basée sur le respect mutuel avec Washington. Bonsoir Jean-Paul Chapelle. Bonsoir Anne-Sophie. Est-ce qu'ailleurs dans le monde, en Europe, des présidents des exécutifs bloquent des OPA ? Alors oui, en ce moment même, l'Allemagne est en train de bloquer un rachat dans le secteur aéronautique. C'est un conglomérat chinois qui tente de mettre la main sur un équipementier germanique. Berlin, traumatisé par plusieurs raids chinois, a brandi son nouveau dispositif anti-OPA qui protège les secteurs stratégiques comme la sécurité. Alors ce n'est pas le seul exemple. L'an dernier, les Pays-Bas ont bloqué une OPA d'un chimiste américain sur le numéro 1 mondial de la peinture, un fleuron industriel du pays. Et puis en 2016, c'est l'Australie qui s'est opposée à la prise de contrôle par un Chinois du réseau électrique de Sydney et de sa région, un secteur stratégique là aussi. Et alors la France, est-ce qu'elle résiste ? Alors là, les étrangers ne se risquent pas à une OPA hostile qui déplairait au gouvernement, parce que la France dispose d'un arsenal très dissuasif. Un droit de veto créé par Villepin, renforcé par Montebourg, et la liste des secteurs stratégiques est très large. Regardez, la sécurité, l'énergie, les transports, l'eau, la santé. La France peut même invoquer la sauvegarde de l'emploi pour bloquer une OPA. Merci Jean-Paul. C'est du jamais vu. La première ministre britannique Theresa May a présenté ses excuses aux patients des hôpitaux anglais. Le service de santé publique, le NHS, a en effet décidé de reporter au mois prochain les rendez-vous et les opérations. Au beau milieu des couloirs d'hôpitaux, dans des salles d'examen improvisées, les patients s'accumulent. Après des heures d'attente, certains se sont préparés médicalement et psychologiquement pour leur opération prévue de longue date. À la dernière minute, ils vont être renvoyés chez eux. Au bord de l'explosion, le NHS, le service de santé britannique, vient d'annoncer qu'il allait devoir annuler et reporter au mois prochain près de 55 000 opérations chirurgicales non urgentes. Devant le scandale, Theresa May a dû s'excuser à la télévision. Je reconnais que c'est difficile pour les patients qui doivent subir ces retards pour leur admission à l'hôpital ou qui voient leur opération repoussée. Nous espérons que ces opérations pourront être reprogrammées le plus tôt possible. Je sais que c'est dur, frustrant, et je m'en excuse auprès des patients.
La Première ministre s'excuse mais se refuse à parler de crise. Or, pour les patients rencontrés cet après-midi, c'est bien le système de santé tout entier qui ne fonctionne plus. Moi, j'ai une opération prévue demain, mais s'il y a la moindre urgence avant moi, ils annuleront mon opération. Et tout cela n'est dû qu'à une seule chose, le manque de personnel. Dans un système à flux si tendu, il a suffi d'un regain d'épidémie de grippe pour tout déstabiliser. En fait, nous avons été tout simplement débordés par des patients très fragiles qui arrivent dans nos hôpitaux. Ces derniers jours, sur les réseaux sociaux, beaucoup de médecins et d'infirmiers britanniques confiaient leur mal-être, voire leur perte de vocation. Je me réveille juste après mon service de nuit et je suis malade rien qu'à l'idée d'y retourner ce soir. En 25 ans, je n'ai jamais rechigné à aller faire ce métier que j'adore, jusqu'à aujourd'hui. Ce gouvernement devrait être rouge de honte. Selon les calculs, le NHS manque d'au moins 86 000 professionnels pour assurer sa mission aujourd'hui. Émilie Koenig, l'une des Françaises les plus connues de Daesh, va-t-elle être jugée en Syrie? Elle a été arrêtée comme d'autres djihadistes françaises par les forces kurdes syriennes qui contrôlent une partie du pays. Pour la première fois, la France confirme que ces femmes pourraient être jugées en zone syrienne. Si il y a des institutions judiciaires qui sont aujourd'hui en capacité d'assurer un procès équitable avec des droits de la défense elles seront jugées là-bas. Mais les groupes kurdes qui ont combattu avec succès Daesh sont-ils en capacité de juger ces Françaises? Officiellement, le Kurdistan syrien n'est pas un État et ne dispose d'aucune institution judiciaire reconnue à l'étranger. Les avocats des djihadistes françaises dénoncent la position du gouvernement français. On est en train de parler de groupes de combattants qui, d'ailleurs, aux yeux de la Turquie, sont des groupes terroristes. Ce sont des groupes qui n'ont pas de véritable structure, qui n'ont pas de juge, il n'y a pas d'avocat. Et on parle pour autant de procès et le porte-parole du gouvernement envisage même que ce pourrait être un procès équitable. Pour moi, c'est une vue de l'esprit. Pour ce spécialiste des questions terroristes, juger les djihadistes français en Syrie est complexe, mais les extrader en France le serait également. Effectivement, le fait pour les autorités françaises de récupérer ces djihadistes par la voie de l'extradition, mais c'est compliqué parce que le Kurdistan syrien n'est pas une entité étatique, et donc l'extradition est une procédure très formaliste qui implique une reconnaissance mutuelle, ça n'aurait pas été possible. Pour la France, le sort de ces djihadistes tourne aujourd'hui au casse-tête juridique et diplomatique. La plupart des candidats à la dernière présidentielle, y compris Emmanuel Macron, l'avaient promis. L'instauration d'un service national obligatoire supervisé par l'armée. Mais face au coût exorbitant d'une telle mesure, plusieurs députés de la majorité proposent une alternative, un parcours citoyen. Il se déroulerait au collège. Chaque année, une semaine consacrée à la défense et à la sécurité, mais aussi aux gestes qui sauvent. Deuxième étape, en seconde avec une semaine d'immersion dans une association. Troisième étape à la fin de la seconde, avec la délivrance d'un passeport citoyen. Une proposition très différente de la promesse initiale. Là, on n'est plus du tout dans du service militaire, ça ne concerne que l'éducation nationale. L'intérêt, c'est qu'il est effectivement beaucoup moins coûteux. Il est, pour le coup, aussi plus cohérent. Si cette hypothèse était retenue, ce serait donc au collège et au lycée d'organiser ce service civique d'un nouveau genre. Une nouvelle compétence, déjà vue d'un mauvais œil par les enseignants. Si on met systématiquement des choses en plus qui interviennent pendant l'année scolaire sans arrêt, ça déconstruit notre enseignement et les élèves globalement ne retiennent rien de ces séances ponctuelles, de ces semaines ponctuelles. C'est extrêmement peu efficace. Pour l'opposition, c'est la promesse initiale d'un service national obligatoire qui était tout simplement intenable. L'armée, c'est pas un encadrement pour des colonies de vacances. L'armée aujourd'hui en France, elle est sur la corde raide, elle est en première ligne pour le terrorisme islamiste. Donc les forces de nos armées sont exsangues. Ce rapport parlementaire sera remis fin janvier au gouvernement, mais plusieurs élus de la majorité soulignent ce soir qu'il existe d'autres pistes de réflexion, tout en respectant la promesse d'Emmanuel.